Mais que vient faire Donald Trump sur le continent africain ? Il y a quelques jours, Donald Trump s'est félicité d'avoir facilité un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord n'a pas fait la une des journaux et pourtant c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde car derrière ce geste diplomatique, il y avait un autre objectif, sécuriser l'accès des États-Unis aux minerais stratégiques de la région. Alors quelle est la stratégie de Donald Trump sur le continent africain ? Salut, c'est Elisara, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une d'aujourd'hui. La semaine dernière, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé à Washington un accord de paix sous l'impulsion des États-Unis. L'objectif, c'était de mettre fin au conflit meurtrier qui secoue depuis plus de 30 ans l'Est de la RDC, le plus grand pays francophone en superficie. Alors on a déjà évoqué à plusieurs reprises la situation tragique en République démocratique du Congo. Mais on va vous redonner un peu de contexte. Depuis les années 90, le pays est instable et en 2004, une guerre civile a éclaté, opposant l'armée congolaise à des groupes rebelles, notamment le M23, qui existe depuis 2012. Le conflit se concentre au Nord Kivu, une région riche en minerais qui sont essentiels pour la fabrication d'appareils électroniques comme des ordinateurs ou des smartphones. Ces ressources attisent les convoitises des groupes armés, mais aussi des pays voisins comme le Rwanda qui est accusé par l'ONU et Human Rights Watch de financer le groupe M23 pour organiser des pillages en RDC. C'est assez difficile d'avoir des chiffres précis, mais le conflit a fait des milliers de morts et conduit au déplacement de centaines de milliers de personnes, provoquant une vaste crise humanitaire. Pour en revenir à l'accord, il prévoit notamment le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités dans l'Est de la RDC, avec aussi un retrait des troupes rwandaises présentes clandestinement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué un accord qui constitue une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité, tandis que Donald Trump a qualifié ce traité de merveilleux. À noter tout de même qu'il y a déjà eu plusieurs tentatives de trêve dans la région, mais jusqu'à présent, elles ont toutes échoué à stabiliser durablement la situation. À voir donc si cet accord tiendra, mais dans tous les cas, il faut le dire, factuellement, c'est une victoire diplomatique pour Donald Trump. Mais si le président américain présente cet accord comme une avancée diplomatique, il y a aussi un enjeu économique, l'accès aux ressources minières. En avril, le président de la RDC avait évoqué un accord minier avec les États-Unis et pour cause, la RDC c'est le premier producteur mondial de cobalt. C'est un métal stratégique pour construire des batteries de smartphones, d'ordinateurs et des voitures électriques. Le pays contient aussi au moins 60% des réserves mondiales de coltan qui est utilisé dans toute l'industrie électronique. Bref, conclure un accord avec la RDC, c'est hautement stratégique. Mais la stratégie de Trump en Afrique ne se limite pas à la RDC. En fait, le président américain cherche à renforcer l'influence des États-Unis sur l'ensemble du continent, notamment face à la Chine, qui est le principal partenaire commercial de l'Afrique, mais aussi face à la Russie, l'Inde ou les Émirats arabes unis. Concrètement, les États-Unis cherchent à renforcer l'accès à des ressources stratégiques en Afrique, comme les minerais critiques, qui sont des ressources minérales essentielles à l'économie, à la transition énergétique et aux technologies de pointe. Au-delà de la RDC, les États-Unis négocient donc avec des pays comme le Rwanda, l'un des principaux exportateurs de tantale raffiné, ou la Zambie, le deuxième producteur de cuivre en Afrique. Mais aussi, les États-Unis soutiennent des projets d'infrastructures stratégiques, comme le corridor de Lobito qui vise à relier les mines congolaises et zambiennes à la côte angolaise en contournant les circuits dominés par la Chine. Bref, on va pas revenir ici sur tous les projets en cours, mais ce qu'on peut noter, c'est que Donald Trump organise du 9 au 11 juillet un mini-sommet à Washington avec 5 chefs d'État africains, celui du Sénégal, du Libéria, de Mauritanie, du Gabon et de Guinée-Bissau. Ce sommet devrait être centré sur l'économie et la sécurité. Et justement, côté sécurité, depuis plusieurs années, les États-Unis sont engagés militairement en Afrique, notamment pour lutter contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel. Mais l'administration Trump a récemment mis en place un désengagement militaire dans la région, le nombre de bases et d'opérations américaines est en forte baisse. Concrètement, aujourd'hui, il y a 6500 militaires américains encore présents en Afrique, mais leur rôle a évolué. Ils font notamment moins d'opérations au sol et forment davantage les armées locales. Ça veut donc dire que les États-Unis n'ont pas l'intention d'être un soutien militaire ou financier illimité et continu pour les pays africains face au terrorisme et aux insurrections. C'est la logique de Trump, America First, l'Amérique d'abord en français. Et c'est une logique similaire qui est appliquée dans l'aide au développement. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump mène une politique de réduction drastique des dépenses publiques. Et l'aide à l'Afrique est l'une des premières touchées. L'USAID, l'agence américaine du développement économique et de l'aide humanitaire à l'international, a été officiellement dissoute le 1er juillet. À noter que selon une récente étude publiée dans la revue scientifique The Lancet, les coupes de l'USAID pourraient provoquer plus de 14 millions de morts supplémentaires dans le monde et l'Afrique devrait être particulièrement touchée. Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie d'efficacité administrative, et même si ça n'a pas encore été confirmé officiellement, Donald Trump s'apprêterait à fermer plusieurs ambassades sur le continent africain, selon le quotidien américain The New York Times. À noter aussi que Donald Trump a rétabli début juin un travel ban, interdisant l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 12 pays, dont 7 africains. Sont concernés le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan. Officiellement, les États-Unis justifient cette interdiction par plusieurs raisons. Des ressortissants de ces pays resteraient souvent plus longtemps que la durée
autorisés par leur visa, certains gouvernements refuseraient de reprendre leurs citoyens expulsés et d'autres présenteraient, selon les États-Unis, des risques pour la sécurité. Pour l'ONG Amnesty International USA, il s'agit de mesures discriminatoires, racistes et d'une grande cruauté. Ça nous semblait important d'analyser la stratégie des États-Unis et de Donald Trump à l'échelle du continent africain. On espère que vous y voyez plus clair. On continuera à suivre tout ça et à vous tenir au courant. Pour le moment, on passe aux autres actualités de la journée. Vous restez avec moi et on reste avec Donald Trump, car le président américain a promulgué ce vendredi une nouvelle loi budgétaire qu'il nomme la Grande et Belle Loi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette loi ? On va pas tout détailler ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une loi qui correspond à plusieurs promesses de campagne de Donald Trump. Elle prévoit notamment le financement d'une campagne d'expulsion massive de migrants, la poursuite de la construction d'un mur à la frontière mexicaine, ou encore le renforcement de la police aux frontières. Et côté économie, on peut noter que la loi prolonge les baisses d'impôts massives pour les citoyens et les entreprises, baisses d'impôts qui avaient déjà été mises en place en 2017 lors du premier mandat du président. Et pour compenser ces dépenses, il y a forcément des coupes budgétaires qui seront faites, notamment sur le programme fédéral d'aide alimentaire et sur le régime d'assurance de santé pour les Américains les plus modestes, le Medicaid. Selon le Washington Post, 17 millions de personnes pourraient perdre leur couverture de santé et des dizaines d'hôpitaux pourraient être contraints de fermer. À noter que la date de promulgation n'est pas choisie au hasard, puisqu'il a officiellement signé cette loi hier, le 4 juillet, donc le jour de la fête nationale dans le pays. Donald Trump avait d'ailleurs fait pression sur les élus républicains pour qu'ils votent la loi avant cette date symbolique. Le Sénat avait approuvé la loi de justesse ce mardi, à 51 voix pour et 50 contre. Le vote a aussi été serré du côté de la Chambre des représentants, donc l'équivalent de notre Assemblée nationale, 218 voix pour, 214 voix contre. Très peu d'élus républicains ont voté contre, mais la loi est malgré tout assez critiquée jusque dans le camp Trump. Parmi les principales inquiétudes, il y a donc l'affaiblissement des aides de santé et de protection sociale, mais il y a aussi la hausse de la dette publique du pays. Pour vous donner une idée, elle est actuellement de près de 37 000 milliards de dollars, et selon le bureau budgétaire du Congrès, un organisme non partisan chargé d'évaluer l'impact financier des lois, ce texte pourrait alourdir la dette américaine de plus de 3 400 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Deuxième actu, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal n'a pas été gracié par le président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune. Alors pour le contexte, Boualem Sansal, c'est un écrivain qui a régulièrement critiqué le pouvoir algérien. Il s'était notamment exprimé autour des frontières entre l'Algérie et le Maroc, qui sont sujettes à beaucoup de tensions politiques et diplomatiques. Il avait notamment déclaré aux médias d'extrême droite français Frontières que, je cite, « toute la partie de l'ouest algérien faisait partie du Maroc avant la colonisation française ». Il estimait donc que l'Algérie avait hérité de territoires qui appartenaient jusqu'ici au Maroc sous cette colonisation. Boualem Sansal a été incarcéré en Algérie pour atteinte à l'unité nationale en novembre 2024, quelques semaines après ses déclarations et quelques jours après avoir été naturalisé français par Emmanuel Macron. L'écrivain a été condamné le 27 mars dernier à 5 ans de prison ferme et 500 000 dinars d'amende, soit environ 3 287 €, une condamnation qui a été confirmée en appel ce 1er juillet. En Algérie, la tradition veut que certains détenus soient graciés le 5 juillet, le jour de la fête de l'indépendance du pays. C'est ce qu'espéraient les proches de l'écrivain et le gouvernement français, mais cette année, le président algérien a décidé de ne pas accorder de grâce aux condamnés pour atteinte à l'unité nationale, dont Boualem Sansal fait partie. Après, le président algérien pourrait décider de le libérer avant la fin de sa condamnation en lui accordant une grâce présidentielle pour des raisons médicales, l'écrivain de 80 ans étant atteint d'un cancer de la prostate. À noter malgré tout que cette condamnation, elle intervient dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie. Si vous voulez en savoir davantage sur le sujet, on vous en avait déjà parlé dans plusieurs vidéos, on vous met tous les liens en description. Et enfin, une première depuis 1923, la baignade dans la Seine s'est ouverte ce samedi à Paris. Alors plus précisément dans 3 sites de baignade qui ont été aménagés et qui seront surveillés par des maîtres nageurs. On a d'abord dans le 13e arrondissement à Bercy, au Pont-Marie dans le centre de la ville et à Grenelle dans le 15e, à proximité de la Tour Eiffel. À noter que cette baignade est gratuite, mais qu'il y a des jauges de capacité maximum sur chaque site et des horaires de baignade qui changent en fonction des jours et des sites. Il vous faudra aussi passer un test pour évaluer votre aisance dans l'eau avant de pouvoir vous baigner. Après, rassurez-vous, une fois que le test est passé, vous recevez un bracelet qui valide que vous êtes autorisé à vous baigner et vous n'aurez pas à le repasser à chaque fois. La baignade sera ouverte jusqu'au 31 août et uniquement si les conditions sanitaires le permettent. Le niveau de concentration de certaines bactéries, notamment la bactérie E. coli dont on entend beaucoup parler en ce moment, sera contrôlé tous les jours et en cas de dépassement des seuils autorisés, la baignade sera interdite. Pour rappel, il y a près d'1,4 milliard d'euros qui ont été investis dans un plan pour rendre la Marne et la Seine à nouveau baignables, en particulier pour y accueillir l'année dernière certaines épreuves des Jeux de Paris. Et à noter pour l'anecdote que Jacques Chirac avait annoncé en 88 qu'il irait se baigner dans la Seine devant témoins pour prouver qu'elle est redevenue propre et qu'il l'avait finalement jamais fait. Voilà pour les actus d'aujourd'hui, merci de suivre ce format le samedi. Pour suivre l'actu le dimanche, ça se passe sur nos réseaux sociaux et les actus du jour reviennent sur YouTube dès lundi. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et moi je vous dis à samedi prochain.